il est vrai qu'au même moment, Edgar Morin participe à Socialisme et Barbarie, puis à la revue Argument, où le travail sur une réflexion sur le totalitarisme est en pointe. Je rappelle pour l'anecdote que Edgar Morin est allé visiter Messaliadj à Belle-Île-en-Mer, où il était assigné à résidence pour avoir avec lui un contact direct et réfléchir sur la situation politique. Je vais donner la parole à Elias Sambar. Alors, vous avez partagé avec Edgar un certain nombre de combats, un certain nombre d'engagements, à la fois en relation avec la situation israélo-palestinienne, mais également concernant la laïcité, on pourrait dire plutôt le laïcisme, en tout cas une laïcité un peu dogmatique, qui souvent masque des positions d'hostilité à l'égard de l'islam, et en tout cas exclut l'islam du champ public, ou cherche à exclure l'islam du champ public. Nous vous écoutons. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Pour répondre en fait à ces thèmes, je voudrais revenir sur 2 leçons. Il ne le sait pas, je ne lui en ai jamais parlé en ces termes, mais 2 leçons que moi j'ai eues d'Edgar. La première était d'ordre, on pourrait dire, théorique, la deuxième d'ordre beaucoup plus pratique, mais quand je vous les exposerai, vous verrez qu'en fait la frontière est très difficile à tracer, tant il est fondamental que dans les choix théoriques, on soit également dans l'action, et tant il est fondamental, quand on est dans l'action, de prendre toujours ce petit écart par rapport à l'action pour réfléchir sur l'action que nous menons. Ça a été un peu ma démarche toute ma vie, ça fait 50 ans que je suis actif dans ce qu'on appelle la cause palestinienne, puisqu'à l'âge de 20 ans, j'ai rejoint ce qu'on appelait à ce moment la résistance, et nous étions réfugiés à Beyrouth, au Liban. Le premier contact, je ne le connaissais pas encore, était dans une période que nous vivions de façon très nationaliste. Et vous savez, les nationalismes sont monolithiques. Ils sont toujours d'une couleur unique et absolue. Et nous étions forcément très nationalistes dans la mesure où nous faisions face, non pas simplement à un sentiment national, mais même à une négation d'existence. Nous n'avions pas d'identité, ce n'est pas qu'on nous critiquait identitairement, nous n'existions pas. Et donc vous pouvez un peu imaginer à quel point cette quête de l'identité, des racines était forte, et à quel point elle était réellement, elle baignait dans le nationalisme. En plus, c'est la période du nasserisme, celle de un peu mon enfance, et celle donc d'un arabisme que j'apprendrai beaucoup plus tard à distinguer de l'arabité, que je revendique aujourd'hui, et maintenant que je sais à quel point l'arabisme était un étau à un moment donné. Et c'est tout à fait par hasard, dans ce contexte, que je tombe à Beyrouth sur les actes d'un colloque qui était l'unité de l'homme et qui me passionne dans la mesure où tout d'un coup, je vois qu'il y a des éléments d'analyse qui nous permettent d'aborder dans notre unicité nos composantes multiples. Et cela me fait beaucoup de bien, mais en même temps, c'est un tiraillement, parce que nous sommes quand même dans cette ambiance de... Mais ça commence à me travailler. Et quelques temps plus tard, je tombe sur une exergue d'un livre de biologie, une phrase tirée d'un blues noir américain qui m'éblouit et qui dit en anglais « The whole man must move together ». L'homme au complet doit avancer ensemble. Et ça disait tout ce que je ressentais, cette phrase tirée d'un chant noir américain, sur le fait que nous ne pouvions pas être d'une seule couleur et d'une seule composante. Et c'est à travers ce travail, accompagné à cette fois, comme le dit Gilles Deleuze, un autre ami qui a été très proche de nous, que dans son ouvrage sur la philosophie, que la philosophie, c'est l'ami qui marche à vos côtés, cette pensée a marché avec moi et m'a beaucoup aidé ensuite à me sortir du carcan nationaliste et à arriver à tout un travail sur qu'est-ce que être arabe, que nous avons publié, Farouk Mardambey et moi, qui dit précisément, qui revendique cette multiplicité, et surtout, par rapport
à la Palestine, un travail qui pour moi représente une trentaine d'années de recherche, de lecture et de réflexion et d'action, qui est la figure du Palestinien, avec en sous-titre le fondement même de ce travail, qui est identité des origines et d'identité de devenir, dont la thèse principale est que, quelle que soit l'importance de nos terreaux originels, nos racines sont devant nous et nous sommes ce que nous devenons. Voilà un peu le premier élément, je vais très très vite, qui relève un peu de cet aspect en apparence théorique. Le deuxième est extrêmement intéressant, et je ne sais pas si Edgar se souvient de cette très courte conversation. Vous savez, le conflit israélo-palestinien apparaît comme infini, sans fin. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Et souvent, puisque je continue à être actif, soit admirativement, soit qu'on se dit, le pauvre, il est adorable, mais il est un peu naïf, on me dit, écoute, tu vois bien que ça ne marche pas, pourquoi tu continues? Alors, j'ai beau expliquer qu'un engagement politique ne relève pas d'une étude de marché ou de ce qu'on appelle une étude de faisabilité, à savoir, si vous avez un bon calcul, de bonnes prévisions, que ça va réussir, à ce moment vous engagez, sinon ce n'est pas la peine, que ça relève d'autre chose. Et un jour, je le croise et je lui dis, Edgar, j'ai une question à te poser. Il me dit oui. Je lui dis, quand vous avez, au départ, quand vous avez rejoint les maquis de la résistance, est-ce que vous pensiez que vous alliez l'emporter? Et il m'a dit, pas du tout. Nous avons commencé à penser que peut-être on l'emporterait quand Hitler a envahi la Russie. Donc quand même, quelque temps plus tard. Or, ce n'est pas une réponse suicidaire. C'est une réponse qui, pour moi, disait fondamentalement ce que c'est que l'engagement. À savoir, vous ne vous engagez pas par rapport à des résultats. Vous vous engagez parce qu'une occupation est insupportable. Vous vous engagez parce que vous n'aimez pas l'injustice. Et après, comme disait l'homme qui a accueilli la revue palestinienne aux Éditions de Nuit, Jérôme Lindon, quand il parlait de l'Algérie, d'ailleurs, il disait, après, on fait son travail. Et cette réponse a été très importante pour moi, parce que je savais qu'il n'y avait rien de suicidaire dans cet acte de rejoindre la résistance, mais qu'il y avait fondamentalement l'idée qu'on ne peut pas continuer à vivre quand la justice est là. Il faut y aller. Et voilà un peu les deux leçons qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Et cette réponse et tout le travail théorique qui a accompagné. Et Edgar le sait, il a beaucoup compté sur nous. Mais je voudrais terminer quand même par encore une chose qui n'a rien à voir avec moi individuellement, mais qui est une réponse collective, si vous voulez, palestinienne. Je voulais dire, là, il le sait, mais il faut également le dire, la gratitude, l'immense gratitude palestinienne pour son engagement à nos côtés. Parce qu'il a fait mener un engagement fondamentalement inscrit, basé sur l'idée de l'égalité et pas du tout sur l'idée partisane, quelle que soit la justesse d'une cause. La cause palestinienne est juste, mais elle ne peut gagner, elle ne peut réussir que si elle part d'un fondement essentiel, qui est celui de l'égalité et donc de la paix, comme vous le disiez, et la paix entendue comme un état de civilisation et non pas un état simplement de traité signé entre des États. J'ai été l'un des négociateurs de la paix pendant des années. Et je peux vous dire une chose, vous y avez fait allusion, mais je peux vous le dire de façon pratique. C'est une affaire très violente, extrêmement violente, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas une affaire de première communion et de gens qui sont bien intentionnés. C'est très violent. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans les négociations de paix, la violence que vous dirigiez vers votre adversaire jusque-là, vous la dirigez contre vous-même, vous vous faites violence pour accepter d'arriver à un territoire commun avec des gens dont vous pensez et que vous savez qui ont fait votre malheur. Ça n'est pas du tout une affaire anodine, et c'est pour ça que je pense que les traités sont importants, sont des phases, que les situations de non-belligérance sont
pourtant, elles arrêtent les bombardements, elles arrêtent les morts. Mais au bout du compte, ce qui compte, c'est une paix qui est dans les cœurs, c'est-à-dire une véritable réconciliation. Et il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas de justice. Il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas d'égalité dans la solution. Pour tout cela, pour tous ces engagements, je voudrais dire encore à Edgar vraiment notre grande gratitude, surtout que je sais, j'en ai été témoin, la peine immense qui a été la sienne face à l'ignominie lorsqu'il y a eu ce procès indigne en antisémitisme. Je crois que c'était une indignité absolue. Il l'a gagné, c'est important, mais je sais, ça laisse des traces et ça fait mal. Pour tout cela, voilà, je voudrais encore dire notre gratitude et notre immense affection. Voilà, merci. Merci Norbert Elias. Nous allons donner la parole à Noureddine Saïl. Vous êtes marocain. Vous allez nous parler peut-être de la réception de la pensée d'Edgar Morin au Maroc, de l'importance qu'ont les problématiques mauriniennes en matière de réflexion politique, sur le développement, sur l'éducation. Nous vous écoutons. Merci. Moi, je commencerai par dire d'abord à quel point j'ai eu à utiliser Edgar Morin quand j'enseignais la philo. J'ai commencé à enseigner assez jeune dans un lycée assez prestigieux de la capitale marocaine, le lycée Moulay Youssef. Et ce n'était pas évident pour un très jeune professeur, je pense que j'avais 21 ans à l'époque, avoir des élèves qui ont pratiquement peu ou prou le même âge que le professeur, c'était vraiment quelque chose d'assez dur. Et j'ai eu besoin, bien entendu, de bien potasser, de bien travailler, de bien montrer quand même qu'il y avait une certaine autorité du savoir sur des jeunes que j'ai découvert par la suite absolument extraordinaires à l'époque. Je commençais à enseigner, je crois, en 69 par là. Et parmi les pièces maîtresses qui, à l'époque, avec d'autres, m'ont servi, je dis bien servi, il y avait Edgar Morin que je ne connaissais évidemment pas. Je vais le connaître beaucoup, beaucoup plus tard. Et entre parenthèses, d'une manière générale, j'ai découvert dans ma vie qu'il vaut mieux ne pas connaître les gens qu'on lit, même quand on les admire. Parfois, ça déçoit. Parfois, ça fait de vous un petit soldat et vous n'avez pas envie d'être tout le temps un petit soldat. Et à l'époque, donc, pour moi, il offrait des avenues de simplicité là où d'autres compliquaient, à bon ou mauvais escient, le chemin du savoir. Edgar m'a toujours montré qu'entre un point et un autre point, c'est la ligne droite qui est la meilleure. Et je vais l'utiliser. À l'utiliser en tant que sociologue, en tant que penseur tout court. Parce que j'ai découvert petit à petit, à travers cette utilisation que je faisais d'Edgar auprès de mes élèves, j'ai découvert que, et le temps va me le confirmer plus tard, que c'est un homme, alors dire d'Edgar c'est un sage, le mot sage aujourd'hui n'a plus aucun sens, donc, mais on peut quand même l'utiliser positivement, ce mot, la sagesse. Et cette sagesse-là, elle n'est pas venue avec l'âge. C'est incroyable ce que des gens peuvent naître sages. Et j'ai découvert quelque chose d'absolument fascinant avec cet homme, une fois que j'ai eu à le connaître, c'est qu'il brûle apparemment la bougie des deux côtés, partout, et en même temps d'une disponibilité qui présuppose automatiquement de la lenteur. Et me vient à l'esprit, évidemment, l'adage latin « festina lente ». Voilà un homme qui va à une vitesse très lente, et ce qui lui permet en même temps d'être présent sur tous les fronts et d'avoir en chaque lieu une pensée qui interpelle, qui dérange parfois, mais qui de toutes les façons ne l'est jamais indifférent. Et je découvre ainsi que c'est l'un des rares intellectuels aujourd'hui qui est arrivé toute sa vie durant à appartenir à plusieurs mondes réticulaires. Vous savez, ce monde des réseaux.
Le réticulaire, c'est ce qui détermine tout. Essayez d'entrer dans le monde du cinéma à Paris, que je connais fort bien. Essayez d'entrer dans le domaine universitaire. Essayez d'entrer dans le domaine des économistes. Essayez d'être avec les sociologues. Ces différents mondes réticulaires, je me rends compte que finalement, Edgar est arrivé à y être un peu représenté partout, sans appartenir de façon exclusive et réductrice à l'un ou l'autre de ces mondes réticulaires. C'est quelque chose qui me donne à penser qu'une pensée très généraliste, tout en étant spécialiste des différents champs de la pensée, est possible. Appelez ça l'encyclopédisme, mais l'encyclopédisme serait trop réducteur, parce qu'il va au bout de quelque chose en étant dans le généralisme le plus attrayant pour moi, le plus fascinant. Et à travers cela, je découvre alors, et c'est là que je vais arriver au cinéma, les qualités essentielles de cet homme qui a commencé à représenter pour moi un ami depuis à peine une dizaine d'années, mais un ami très cher et très proche. J'ai découvert qu'il avait, dans le sens le plus noble du terme, la légèreté. Edgar est un homme léger. Attention, ce n'est pas la légèreté de l'idiot intellectualisant parisien faisant des éditos à tour de bras dans Le Point. Non, il s'agit d'une légèreté de la vie, la légèreté de l'air. Il s'agit d'une légèreté qui a du rythme. Il s'agit d'une légèreté, et là, il se peut que certains d'entre vous le sachent, mais peut-être pas tout le monde, il s'agit de la légèreté d'un danseur. Parce que Edgar est un danseur. Je l'ai vu faire. Un vrai, quand on dit danseur, ce n'est pas danser avec les idées, c'est danser avec son corps. Je l'ai vu faire cela d'une façon absolument extraordinaire. Ces 10 dernières années, chez moi, à Tanger, dans le festival africain avec des Africains, à Marrakech, quand je l'ai invité et que j'ai fait avec lui un débat devant 500 personnes, cet homme danse. Et ça peut donner à penser, ça peut aider à expliquer certaines de ses attitudes, certaines de ses replis, certains des combats qu'il mène et certaines de ses non-réponses à ceux qui parfois aimeraient bien qu'il leur réponde. Il y a certains journaux, par exemple, qui ne me parlent pas de ses livres. Grand bien leur fasse, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Il y a certains intellectuels qui le considèrent comme un ennemi, alors que c'est quelqu'un qui ne cherche pas les ennemis. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais dit, en tête-à-tête ou en présence de gens, du mal noir, du mal haineux de quelqu'un. Ils montrent des divergences, je ne l'ai, en ma présence en tout cas, il n'a jamais procédé à ce qu'on appelle le démontage en bonne et due forme de la pensée de quelqu'un ou de quelqu'un tout court. Comme mes préoccupations, depuis 1984, j'avais fini inspecteur général de philosophie, mais un de nos bons ministres extrêmement intelligents a tout simplement interdit l'enseignement de la philosophie et du coup je me suis retrouvé chômeur. C'est à partir de ce moment-là que je me suis trouvé un autre métier, heureusement, qui était le cinéma, la télévision. Je me suis toujours intéressé tout petit au ciné-club et du coup j'ai pu trouver un chemin vers la télévision marocaine où j'y dirigeais des programmes avec un ministre qui lui était libéral et je suis passé aussi au cinéma. Et de fil en aiguille, j'ai fini, après une parenthèse de 11 ans à Paris à Canal+, par rentrer au pays avec le nouveau roi, en 99, Mohamed VI, qui m'a tout de suite confié la deuxième chaîne. J'ai fait ce qu'il fallait faire au bout de 3-4 ans. Et puis ensuite, je me suis occupé de cinéma, le CNC, le Centre national du cinéma au Maroc. J'ai connu physiquement, personnellement, Edgar à une période où j'étais en charge du cinéma marocain. Et aujourd'hui, devant vous, je dois lui dire merci. Parce qu'il m'a été d'une aide précieuse. Parce que quand je l'ai sollicité pour être à la tête du jury du Festival national de Tanger en 2012, il est venu sans condition. Il a vu 3 films par jour pendant une semaine.
Il n'a à aucun moment quitté la salle. Il a dirigé de main de maître le jury. Il a donné à tous les cinéastes, parce que c'était une conférence publique, des leçons de résistance et des leçons d'exigence. Résister, c'est rien quand on n'a pas l'exigence nécessaire. Et ça, c'est une leçon inoubliable. Je lui ai demandé de me faire l'amitié d'être présent à Marrakech, dont j'ai dirigé le festival jusqu'en 2014. Et il est venu et nous avons eu ensemble un débat magnifique devant 500 personnes qui se sont ruées sur lui. Ça devait durer 1h30. On est restés ensemble 3h30. Et les questions fusaient dans tous les domaines, tous ces domaines justement que Edgar possède tout en étant dans une sorte de conception généraliste de la connaissance que vous connaissez fort bien, puisqu'il n'y a pas mieux que lui pour développer la notion de complexité. C'était une soirée inoubliable. Et j'ai eu aussi à l'inviter en 2016 pour présider un jury du cinéma africain. Lui qui m'a avoué que le cinéma africain, il ne connaissait pas beaucoup. Lui avec qui j'ai d'autres débats sur le cinéma, mais pas sur le cinéma africain. Eh bien, il est venu. Et c'était encore 3 films par jour dans une ambiance africaine irréelle et sous une chaleur de 42 degrés dans la ville de Khouribga, capitale mondiale du phosphate. Et comme un charme, il a encore dirigé son jury, octroyer ses prix, faire la bise à tous les amis et envoler vers Paris. Cet homme m'a rendu des services que très peu de gens acceptent de faire. Essayez de vous adresser à des écrivains connus, à des grands penseurs, à des grands cinéastes pour leur demander de venir présider un jury de pays comme le Maroc ou comme l'Algérie ou la Tunisie ou le Liban. Vous avez très peu de chances de réussir. Il n'a posé aucune condition. Bien sûr, on était aussi un peu amis, mais ça ne suffit pas. Edgar, pour moi, a traversé tous les cercles du savoir qu'on peut souhaiter traverser, mais je vais prendre pour quelques minutes juste l'axe cinématographique. Parce que j'ai découvert, déjà bien avant de le connaître personnellement, parce qu'il avait déjà écrit 2 livres sur le cinéma imaginaire et sur les stars, des classiques connus, j'ai découvert que c'était aussi un fiefé cinéphile. Et il m'est arrivé alors à Montparnasse de le rencontrer. On allait ensemble, on va toujours quand on le peut au seul cinéma intéressant de Montparnasse, les 7 Parnassiens, puisqu'ils sortent des films un petit peu ardus, à la différence de ce qui se fait chez Gaumont et UGC. Et puis, en sortant, généralement, on se dirigeait d'un pas lent dans notre restaurant chez Marcel. Et chez Marcel, chez qui, lui, a côtoyé Castoriadis et Claude Lefort dans les années 50, Socialisme barbarie, nous avons commencé alors à aller au fond des choses cinématographiques. Et voilà que mon Edgar part dans une parenthèse qu'il a oublié de refermer sur Pabst. Il me parle du film Loulou, comme rarement quelqu'un m'en a parlé, si peut-être l'un de mes amis parti aujourd'hui, Serge Danet, avec une précision, avec un velouté, avec une rythmique absolument extraordinaire. Je pense qu'on a dû quitter le restaurant à minuit, il a fallu qu'on nous mette dehors. Des parenthèses sur Eisenstein, où il pouvait réciter des plans, plan par plan, et des séquences d'Ivan le Terrible ou du Potemkin. Des parenthèses comme ça de cinéphilie pure qui me donnent à penser que j'avais affaire à quelqu'un qui, comme on dit en français, ne la ramène pas. L'entendre parler du Murnau, du dernier des hommes, ou l'entendre commenter cette phrase magnifique de Murnau, lorsqu'il eut passé le pont, des ombres vinrent à sa rencontre, qui est l'ouverture même du cinéma de Murnau, on a l'impression qu'on peut rester à discuter, on peut comment dire, s'entre-savourer dans des détails sans enjeu pour la pure amitié que nous partageons vis-à-vis du cinéma. Cet homme, donc, pour moi, a représenté une sorte de magnifique et paisible parenthèse de vie et de discussion dans un domaine que je maîtrise, que je connais fort bien, et dans lequel il m'interrogeait et créait évidemment
comme à chaque fois qu'on discute avec lui, quelques tremblotements, quelques questionnements que je n'avais pas nécessairement vus. Et puis, il ne faut pas oublier que, parlant cinéphilie, il est aussi quelqu'un qui a mis la main à la pâte. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même co-réalisé avec Jean Rouch un film qui fait partie aujourd'hui du patrimoine du cinéma français, c'est Chroniques d'un été, où d'ailleurs il dirigeait un jeune acteur inconnu à l'époque qui s'appelle Régis Debray, avant que Régis parte inaugurer une carrière en Amérique latine, qu'il continue d'ailleurs de développer théoriquement aujourd'hui de façon très brillante. Je dois dire donc que, parlant de l'ami Edgar Morin, je ne peux que partager avec lui toute... D'accord, oui. Je sais, mais quand je parle d'Edgar, je suis intarissable. Et je ne suis pas le seul. Donc, je voulais juste ajouter alors deux choses pour terminer. Il y a que Edgar, je voudrais terminer par là, a un sens, un respect et un militantisme extraordinaire, pas pour la cause, mais pour la femme. Pas la cause des femmes, mais pour la femme. Et j'aimerais à travers lui rendre hommage à toutes les femmes qu'il a aimées, toutes les femmes avec qui il a vécu. Il n'y a pas une phase d'Edgar Morin où on ne retrouve pas à ses côtés, pas derrière, à ses côtés, une femme absolument déterminante. Une femme qui le fait autant qu'il l'a fait. La dernière en date, c'est Sabah. Je regrette vraiment qu'elle ne soit pas là. Mais si elle était là, j'aurais aimé que tous les deux devant vous se donnent la main, parce que c'est un vrai couple. Et j'adore les gens qui choisissent la vie de couple et qui ne se laissent pas s'imposer à eux-mêmes et aux autres une vie qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent. C'est mon Edgar et c'est cet Edgar-là que j'aime vraiment. Merci. Merci beaucoup. On gardera l'image du penseur dansant. Comme disait Nietzsche, il faut du chaos en soi pour mettre au monde des étoiles dansantes. Nous l'avons tous, en effet, les amis d'Edgar l'ont vu chanter et danser. Je donne la parole maintenant à Attar Ben Yahya. Vous êtes tunisien, vous êtes écrivain et le traducteur universitaire et le traducteur en arabe d'un de ses derniers livres. Le dernier, parfait. Vous pouvez nous lire le... Enseigner à vivre, manifeste pour... D'accord. Mais oui, ce n'est pas le dernier livre d'Edgar, hein, qui est paru en 1994 en France. Oui, ce n'est pas le dernier livre, mais c'est un livre récent. Alors, on vous écoute, vous allez nous parler à la fois de la traduction en arabe, de l'importance de toucher un public arabophone, et puis la question de l'éducation envisagée de manière très particulière. Ce n'est pas simplement la transmission du savoir, c'est aussi un art de vivre, enfin disons une ouverture sur la vie. On vous écoute. Merci. Donc, dans 10 minutes, je dois résumer ce que j'ai écrit en 20 pages. Donc, c'est pour cela que je vais parler en arabe. Donc, je vais intervenir en arabe. La pensée d'Edgar Morin et son impact sur l'éducation et l'enseignement. Sur la pensée d'Edgar Morin et son impact sur le monde arabe. Je vais être très bref. Tout d'abord, je voudrais remercier Lima de m'avoir invité. Monsieur Zahran et ses assistants, c'est un honneur pour moi d'assister à cet hommage rendu à Edgar Morin. J'ai traduit son livre il y a à peu près 1 an et demi et j'ai eu l'honneur d'assister à une conférence qu'il a faite en 2015 à l'université de Manouba qui parlait
dont le titre était الموضوع الذي أتحدث فيه في الحقيقة ما يفسره أو ما جعلني أربط بين الفكر التربوي لإدغار موران وواقع التربية والتعليم في je relie entre la pensée de M. Morin et ce qui se passe au niveau de l'éducation dans le monde arabe, c'est l'universalité de sa pensée. C'est un premier point. Deuxièmement, le bon accueil des livres d'Edgar Morin dans le monde arabe. La majorité de ces livres est traduite et moi je pense que c'est le philosophe, le penseur occidental qui a été le plus traduit dans le monde arabe. Et n'oublions pas sa personnalité, c'est une personnalité très respectée à cause de ses positions politiques, humanistes, qui ne tient compte d'aucune différence, quelle que soit sa nature. Comment peut-on profiter de la pensée d'Edgar Morin pour réformer l'éducation dans le monde arabe? Il y a unanimité à considérer les pays arabes comme n'ayant pas une éducation digne de ce que notre époque exige. Ajoutons à cela que les vagues de terrorisme qui envahissent le monde actuellement sont dues à certains programmes scolaires et moi je me base là sur un rapport qui a été publié par le Congrès américain qui a ce rapport a étudié les curricula dans le monde arabe. الأفكار الأساسية لإدغار موران في مجال التربية والقسم الثاني تحدثت فيه عن كيفية الاستفادة من مشروع إدغار موران التربوي. لكن قبل أن نتحدث عن أسس الفكر التربوي عند إدغار موران بودي أن نتحدث عن نقطتين. الأولى التداخل العجيب أو الكبير بين التجربة الشخصية لإدغار موران interdépendance entre l'expérience personnelle et sa pensée et ses projets philosophiques. En général, les philosophes, les critiques n'accordent pas une grande importance à l'aspect personnel. Souvent, on présente les œuvres أثر في طريقة الكتابة. إدغار موران يحلل الإشكاليات، يعرض المواقف، يبدع الأفكار، وفي الوقت نفسه يسرد الوقائع والأحداث. ولهذا تميز أسلوبه بطابع سردي. ربما هذا الذي جعل أسلوبه قريبا جدا إذا من القارئ. فطريقة كتابته وهذا لاحظته في الكتاب الذي ترجمته. إذا من فقرة إلى أخرى لابد أن يعود إلى التاريخ ولابد أن يروي بعض الأحداث وعندي أمثلة كثيرة لا فائدة في أن أقف عندها ولذلك قراءة كتبه ممتعة من هذه الناحية. إذا هو ليس فيلسوفا محترفا أو ليس مفكرا كما تعودنا عند الكثير إنما كيف يقول يمزج السرد. بالفعل هو نصوصه نصوص هي بين السرد والتحليل. إذا بين الفلسفة وبين سرد الواقع والتاريخ. التاريخ حاضر بقوة في كتابة إدغار موران. وأنا تسألت هل كتب رواية من روايات؟ أنا لا أعرف ذلك لكن كان يمكن أن يكتب رواية من الروايات يروي فيها كل ما وقع له من الأحداث. على كل حال جانب مما ذكره عن انتمائه لحزب الشيوعي الفرنسي وخروجه بعد ذلك وما وقع في الحرب العالمية الثانية والمقاومة. إذا تلك الفقرات هي أقرب إلى فقرات الرواية منها إلى فقرات كتابة فكرية بالمعنى الدقيق للكلمة. في خصوص ما اعتبرته أسس مهمة في فلسفة إدغار موران التربوية أنا أتحدث عن 4 أشياء. أولا فكرة التعقيد أو ما يسميه أيضا الفكر المركب مقارنة بالفكر التبسيطي. لا بونسي كومبلكس إي لا بونسي سامبليفي. ثانيا انعدام التوازن أو حتى القطيعة في منهج التعليم
le déséquilibre dans les curricula entre les humanités et les sciences exactes. Troisièmement, la réalité de la connaissance et l'illusion. Quatrièmement, l'objectif de l'enseignement. Je n'ai pas le temps pour expliciter tous ces points, d'autant plus que vous connaissez très bien la pensée complexe et كيف أقول عدم التوازن الذي أشار إليه بين العلوم الصحيحة وبين الإنسانيات والتي يقول فيها إن هذا كيف أقول بلغ بمناهج التعليم في فرنسا وفي غير فرنسا أن تعتبر الفلسفة ويعتبر التاريخ وتعتبر الأدب إذا مسائل ترف فكري ليس لها أي قيمة. ما ذكره أيضا في مسألة عمل معرفة أو في مسألة العقلانية التبريرية والعقلانية النقدية مهم جدا، والنتيجة المترتبة عن كل ما ذكرته وحللته غياب شبه كلي لأهم وظيفة للتعليم والتربية ألا وهي معرفة منزلتنا البشرية. وفي هذا الإطار إذا وفي كتابي هذا الذي ترجمته كان يلح على تطوير مناهج التعليم في اتجاه تدريس مواد جديدة أو تكييف البرامج القائمة لتصبح أداة مساعدة لترسيخ فكرة التفاهم البشري وفكرة العيش الكريم وآداب الحياة إلى غير ذلك من أفكار. هذا باختزال شديد أهم الأفكار والمبادئ التي تعرض إليها إدغار مورا في كتابه الذي نسيت أن أقول إنه يستعيد فيه أفكار كثيرة كان قد ذكرها. انتبه إلى المسألة وحاول أن يبرر ذلك بأنه عاد إلى هذه المسائل من جديد ولكن أخرجها إخراجا جديدا. من يقرأ كتب إدغار مورا الكثيرة مونشوما سيت سافوار سيلاحظ أن فقرات عديدة يكتبها أو يصوغها بطريقة جديدة يقدم، ولكن هذا الكتاب بين أيدينا اليوم أعتقد في اعتقادي هو أهم كتاب est, à mon avis, le livre le plus important dans le domaine de l'éducation et la réforme de l'éducation. Moi, je parle de l'éducation dans le monde arabe, en particulier la Tunisie. Il y a un déséquilibre chez nous, plutôt une rupture entre les sciences humaines et les sciences exactes. Et ceci est vraiment grave en Tunisie. Moi, je m'occupe de l'enseignement secondaire. J'ai essayer de compter les heures consacrées aux sciences exactes, c'est 14 heures par semaine. Le coefficient est de 15 pour ce genre de matière, mais pour ce qui est de la littérature, la philosophie et la musique, on leur consacre 6 heures et le coefficient n'est que de 5. Donc les sciences humaines accapare le tiers du temps consacré par les enseignants à leurs élèves. Le ministère de l'Éducation en Tunisie, dans ses rapports, a montré que dans les épreuves du bac, il y a une absence. Il laisse tomber les sciences humaines parce que le coefficient n'est pas important. Ou il néglige شعب الآداب لسكسيون دو لتر من عشرات المعاهد الثانوية في تونس مقابل الاهتمام بالشعب العلمية. بالنسبة للتعليم العالي بالطبع القطيعة كاملة إما كلية علوم واقتصاد وتكنولوجيا أو كلية إلى الآداب وعلوم إنسانية فلسفة وعلم اجتماع وعربية وإنجليزية وبالطبع طلبة العلوم ينقطعون تماما عن اللغات وعن الآداب. أذهبوا إلى النتيجة. في تونس الكثيرون يتحدثون على أن الفضاءات العلمية أو الكليات العلمية هي الكليات الأكثر استقطابا للطلبة المتزمتين والمتشددين. لا توجد إحصاءات دقيقة لكن من قاموا من الطلبة ببعض العمليات إن شئنا الإرهابية أو غير ذلك أغلبهم كانوا من بين هذه الكليات. هذه نتيجة مهمة جدا بالنسبة لي. أنا تفاعلت كثيرا مع مقال
de ces facultés scientifiques. Donc, la majorité des étudiants conservateurs fondamentalistes viennent de ces facultés scientifiques. Dans les sciences humaines, on voit beaucoup plus de progressistes, mais pour ce qui est des facultés scientifiques, là, on trouve un grand nombre de l'extrême droite et de conservateurs. Et donc, quand il y a un tel déséquilibre, le citoyen ne peut pas avoir une pensée saine. Je vais en arriver à la conclusion, parce que j'ai peur d'arriver à la fin du temps qui m'est imparti. Je voudrais terminer comme... Oui. J'ai parlé de la pensée et du style. Je ne pense pas certaines idées comme la nécessité de la présence d'un compte. الذي أحال عليه مرات في كتابه الذي ترجمته ولابد أن يذكر الفيلسوف البلجيكي بارلمان في كتابه الكبير العظيم تريتي دو لاغومونتاسيون وهو الكتاب الذي توسع في مقدماته في نقد مفهوم مختزل ومتحجر للعقلانية. لقد نقد بارلمان بعمق مفهوم العقلانية بمفهوم العقلانية يقوم على العدل والحساب والمنطق الأصولي كما أن ما ذكره إدغار مورا من طرق للتأويل تستوجب استحضار مقولة السياق هو من منطلقات البراغماتية أو التداولية وهي تيار لساني نشأ منذ الستينات وظل يتطور اليوم. ما أريد قوله إن ما يميز طريقة التفكير إدغار مورا وطريقة كتاباته قدرته على الربط بين ميادين تبدو متباعدة وعلى الكشف عن المتشابه بين الظواهر. تعودنا أن نتعامل معها إما بطريقة موجزة أو بطريقة منفصلة. المؤكد أن إدغار مورا ليس متخصصا في جميع الميادين التي تحدثوا عنها والمؤكد أنه لا يكتب عن الفكر كما يفعل المحترفون في ميدان علم الاجتماع والفلسفة والدين لكن المؤكد أيضا أن طريقة كتابته تستهوي القارئ أكثر بكثير مما تستهويه الكتابات المتخصصة جدا. آثار إدغار مورا تذكرني بأحد أهم المصادر الفكر الإنساني أعني المقدمة لابن خلدون التي احتوت عشرات المعارف لكن صاحبها لم يكن متخصصا في معظمها. مع ذلك وصفها إيف لاكوست في دراسة شهيرة له بالأثر الفريد المدهش. أظن أن ما يتفرد بإدغار مورا هذه القدرة العجيبة على الربط بين حقول معرفية متباعدة وهذه القدرة على رصد المختلف والناشز والخارج عن المعتاد وهنا تكمن أصالة الرجل وإضافته. وشكرا. C'est ça qui fait la grande spécificité d'Edgar Morin. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, si la traduction était claire, à un moment donné, vous avez regretté qu'Edgar Morin n'écrive pas de roman. Or, je vous signale qu'un roman d'Edgar Morin, un roman d'enfance, va paraître dans 2 jours chez Actes Sud. L'île de Luna, il est déjà en vente. Donc, vous voyez, je suis en retard. Donc, voilà, ce regret. C'est un roman de jeunesse qui vient d'être publié, L'île de Luna, chez Actes Sud. Voilà. Très bien. Merci. Nelson Vallejo Gomez, vous êtes franco-colombien, comme je le disais tout à l'heure, et vous avez, dans le cadre des activités de l'Association pour la pensée complexe, travail avec Edgar Morin, vous avez à la fois accompagné Edgar Morin en Amérique latine, dans divers pays d'Amérique latine, et vous l'avez accueilli, car vous avez été, à un moment donné, en poste diplomatique en Amérique latine, au Pérou et en Argentine. Nous vous écoutons. Je dois répondre à la question pourquoi l'œuvre et l'homme Edgar Morin se trouve en Amérique latine comme dans un pays de cocagne. Pourquoi cet homme et cette œuvre se trouvent si à l'aise dans le Nouveau Monde, dans cette terra incognita? Pourquoi l'œuvre
d'Edgar Morin est si à l'aise dans ces pays du baroque, du réalisme magique, du chamanisme et du bien vivre? Eh bien, tout simplement parce que l'œuvre d'Edgar Morin se trouve dans cette région du monde, en Amérique latine, confrontée à la fois dans 3 domaines. Dans un continent de résistance, de créativité et de métissage, où c'est le monde de l'essai et de l'erreur, de la liberté des vivres des pensées, parce que nous sommes, je l'ai déjà dit, dans un univers de métissage, des pensées méridionales et des pensées du Sud, mais aussi parce que nous sommes dans des pays et dans une région du monde où il y a encore des Don Quichotte, des causes perdues et une constante soif de révolution dont l'arme la plus importante est celle de la culture, l'éducation et l'esprit. En effet, l'œuvre d'Edgar Morin est une des plus révolutionnaires qui soit. C'est une pensée extrêmement dangereuse. Si nous avions été au XVIe siècle, elle serait mise à l'index et Edgar Morin serait brûlé comme un sorcier. Parce que, à lire cette œuvre, vous êtes confronté dans un questionnement radical concernant votre propre structure de pensée. Il y va pour comprendre les enjeux de la pensée d'Edgar Morin d'une révolution cognitive ou paradigmatique. Il l'a assez souligné dans toute la méthode, mais aussi parce qu'il y va d'une confrontation avec ses propres racines et ses propres appartenances et la propre structuration paradigmatique dont est constituée une culture, et en l'occurrence la culture du sujet qui est en train de lire et de méditer l'œuvre d'Edgar Morin. C'est terrifiant. Vous ne sortez pas vivant après avoir lu la méthode, et si vous sortez vivant, c'est parce que vous sortez métamorphosé et parce que vous sortez carrément avec une conscience vive, avec un regard à 360 degrés, et parce que vous sortez avec la possibilité d'avoir une compréhension polyfacette, parce que vous êtes au cœur de la complexité. J'insiste, c'est une affaire extrêmement dangereuse parce que c'est une affaire culturelle, c'est-à-dire c'est une affaire qui vous change des frontières et vous invite à traverser les frontières, les seules frontières qui vaillent, qui sont les frontières de l'esprit et de la culture. C'est pourquoi Edgar Morin s'inspire dans l'ensemble de son œuvre du grand poète, le grand enfant du XIXe siècle, Arthur Rimbaud, qui disait déjà que le combat des idées est plus terrible que la guerre entre les hommes. L'œuvre d'Edgar Morin est un pays des cocaignes en Amérique latine parce que nous sommes dans un monde délaissé et de l'erreur. L'Amérique latine, ce sont des sociétés et des cultures qui sont tard arrivées dans l'univers de la modernité et n'ont pas eu le temps de la maturité dialectique de la modernité européenne. Elles ont dû vivre tout d'un coup et très violemment un choc des cultures et des civilisations, d'où sont émergées des structures juridiques d'État-nation, des structures des sociétés et des formes culturelles qui, par beaucoup d'aspects, ressemblent à celles
de l'Europe traditionnelle, mais qui en réalité sont en porosité extraordinaire, une palette considérable des nouvelles façons de voir et de comprendre le monde. Ce n'est pas pour rien qu'elle s'est surtout exprimée au début du XXe siècle par des essais. Reyes, le Mexicain, était l'homme de l'essai, ou par la littérature, et vous trouvez une extraordinaire expression de cette région du monde à travers 100 ans de solitude, ce qui est convenu d'appeler en littérature le réalisme magique. C'est donc un univers de l'essai et de l'erreur, de la liberté de vivre des pensées, et c'est pourquoi lire Edgar Morin en Amérique du Sud, c'est une façon d'avoir de l'universel concret sous la main tout de suite. C'est également parce que nous sommes dans un monde du métissage, du tissage. C'est une région du monde où il y a des contradictions extrêmes, des injustices considérables et des écarts des richesses scandaleux. C'est pourquoi on est constamment en train de tenir les deux extrêmes d'une pensée, d'une action, d'un projet politique ou des sociétés. Ce qui a fait dire à Edgar Morin, quand il est arrivé pour la première fois en Colombie, dans un pays qui était encore pris par une violence extraordinaire, que la Colombie, mais cela pouvait se comprendre aussi pour d'autres pays d'Amérique du Sud, est un pays qui vit à la température de sa propre destruction. Enfin, l'œuvre et l'homme sont en Amérique du Sud comme dans un pays des cocaignes parce que c'est encore une région du monde où il est possible de mener des expérimentations. C'est un espace de laboratoire où l'on peut conduire des révolutions cognitives parce que ce sont des sociétés et des espaces ouverts à l'incertitude, à la diversité, à l'espoir des jours meilleurs. C'est extraordinaire, la vivacité, la naïveté au sens de l'enfant, au sens du oui nietzschéen dont on parlait tout à l'heure, que l'on peut ressentir et vivre au Brésil notamment, mais aussi en Colombie et au Mexique. Je m'y rends 3 fois par an et je vous assure que je reviens avec un bouffée d'oxygène incroyable quand je vois le carcan administratif, juridique, intellectuel dans lequel essaye de se mettre en marche un pays comme la France. Et je ne parlerai pas de l'Europe, bien évidemment. Enfin, pour finir, nous sommes devant une œuvre écrite également, surtout en reliance avec des idées philosophiques, des concepts théoriques, des catégories scientifiques, avec le sel, l'aubergine et l'ail de la vie, mais surtout, nous sommes avec une pensée et en présence d'un homme, cela a été dit tout à l'heure, pour qui les choses et les pensées lourdes sont les plus écrasantes, mais les choses et pensées les plus denses sont les plus légères, car dansantes, nietzschéennes, enfin moriniennes, car le XXIe siècle sera morinien ou il ne sera pas. Parfait.
Je vais vous lire un texte de Saba Abouessalam Morin, qui est à la fois sociologue et l'épouse d'Edgar Morin, et qui a été retenue par son enseignement à Marrakech. Il nous a demandé de lire ce texte que je vous lis. Mesdames et messieurs, des raisons professionnelles m'empêchent d'être parmi vous aujourd'hui pour honorer votre hommage à Edgar Morin, mais soyez assurés de ma présence parmi vous, en ces lieux que j'aime, Lima, et je tiens à remercier particulièrement son président et ami, Jacques Lang, grâce à qui nous devons ce bel hommage. Je tiens à remercier aussi de leur présence mon ami Noureddine Saïl, qui est venu spécialement du Maroc pour cet hommage, ainsi qu'Elias Sambar, qui a dû bousculer son agenda malgré le délai court qu'on lui a laissé pour répondre présent. Merci à Nelson Valero Gomez de son amitié sans faille, à Madame Louisa Nadour pour tout le mal qu'on lui a donné pour la composition de ce panel, et enfin, merci à François Livonnet, notre chef d'orchestre, qui réussira, comme à l'habitude, à donner une poésie à votre événement. Avant de vous exposer en quelques minutes le sujet de mon témoignage, je tiens tout d'abord à vous dire que quand Jacques Lang et Edgar ont souhaité que je participe à l'organisation de ce panel et d'en faire partie, j'ai d'abord résisté avant d'accepter d'y ajouter mon nom. Ma résistance s'expliquait par l'ambivalence de ma position de sociologue, formée à une connaissance objective, et celle d'épouse, avec le risque de la subjectivité de mon témoignage. Mais je vais donc essayer de parler d'Edgar Morin, que nous connaissons tous et toutes, à travers l'œuvre, sans être tenté par une dimension privée de l'homme que nul ne connaît ici, d'où mon exercice difficile de rendre hommage non pas à l'époux admirable, mais à l'homme, en vous rassurant tout de suite que ce dernier est tout aussi riche que son œuvre, que j'ai eu la chance de découvrir tôt, dès l'âge de 19 ans, quand j'ai lu pour la première fois son livre « Le paradigme perdu, la nature humaine », avant d'avoir le privilège d'être porté et toujours cadré par sa pensée visionnaire. Alors que le cinéma est encore méprisé par l'élite intellectuelle et universitaire, Edgar Morin y voit non seulement un grand art, mais aussi un objet d'étude. Son livre sur les stars considère celles-ci à la fois comme actrices, marchandises, mythes, objets d'un embryon de culte. Morin détecte très tôt l'apparition d'une sensibilité néo-archaïque, néo-ruraliste, néo-naturaliste à la pointe de la modernité et va suivre ce courant en développement jusqu'à l'apparition d'une conscience écologique. Edgar Morin est le premier qui considère les masses médias, appelées aujourd'hui culture médiatique, non pas de façon polémique, mais dans son ambivalence, car le cinéma, comme la musique populaire, subissent une relation à la fois complémentaire et antagoniste entre production et création. Visionnaire, Edgar Morin va porter dès 1963 son attention sur l'adolescence et sur la jeunesse dédaignée par les sciences sociales de l'époque. En 1965, Edgar étudie les transformations modernisatrices, la métamorphose de Plozévet, où surgissent le rôle des femmes et celui des jeunes. Et dès mars 1968, Edgar étudie l'internationalité des révoltes étudiantes et il sera le seul observateur et analyste à chaud du mouvement contestataire. En 1969-70, lors d'un séjour en Californie, Edgar plonge dans une contre-culture en effervescence. Il y prend conscience des grandes aspirations de l'adolescence et en même temps plonge dans une biologie en révolution et découvre la théorie des systèmes, la notion de complexité chez William Ross Ashby ainsi que la problématique de l'auto-organisation. Il découvre aussi le péril que court la biosphère sous l'effet des déchaînements techno-économiques et acquiert une conscience écologique. En 1972 déjà, Edgar nous alerte sur l'écologie dans son article « L'an premier de l'ère écologique » paru dans le Nouvel Observateur, thème qu'il donnera à un livre bien plus tard. Il a bien vu que cette conscience devait nous amener non seulement à une révolution énergétique, mais à une transformation de nos mœurs, de nos modes de vie et de nos modes de consommer. De plus en plus persuadé de la nécessité de réformer notre mode de connaissance, Edgar se lance dans l'entreprise de très longue haleine de la méthode, poursuivie durant 30 ans sur 6 volumes et parachevé en 2015 par une récapitulation de tout son cheminement de pensée dans son livre « L'aventure de la méthode ». Toutes ces entreprises pionnières ont favorisé la pensée anticipatrice et parfois même visionnaire d'Edgar Morin. Pour défendre ses idées ou ses idéaux, il se compromet sans jamais se compromettre.
à la recherche de la compréhension du tout dans les parties et des parties dans le tout, la pensée complexe, Edgar a toujours refusé d'être un inconditionnel d'une cause, d'un parti pris ou d'un parti. À la fois communiste et gaulliste dans la résistance, Edgar quitte le parti lors de la seconde glaciation stalinienne, et ses prises de position lui coûtent parfois cher, très cher même, car rappelons-nous sa condamnation pour antisémitisme quand il défendait publiquement le droit des Palestiniens, tout en combattant en même temps l'antisémitisme. Ainsi, Edgar est un pionnier d'un monde nouveau à bâtir, à partir d'une nouvelle civilisation capable d'offrir une symbiose de ce chacun à de meilleur. Sa vision du devenir incontrôlé, qui emporte notre planète, nous conforte dans notre jugement sur sa capacité à prédire les périls qu'encourt notre monde, qui court vers des catastrophes en chaîne. Dans le domaine de l'éducation, Edgar Morin alerte sur la nécessité d'une réforme de la connaissance, et très tôt, il prend conscience des méfaits du cloisonnement des disciplines et alerte sur l'urgence de relier les savoirs, et depuis, il plaide pour un enseignement de la condition humaine. Dans son livre « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur », Edgar propose des modèles sur ce que devrait être un enseignement adapté à l'avenir et prévoyant les dangers du monde actuel. Il ne cesse d'alerter, tel un messie, il prêche sans relâche et en dépit de l'âge, il vit de sa mission et dans la mission, il vit. Il me répond souvent quand parfois je lui demande de diminuer ses activités missionnaires. Pour le couple, il me répond « Je me suis donné une mission impossible et il m'est impossible d'y renoncer ». Edgar Morin dévore la lecture et écrit toujours. Ses livres par dizaines sont traduits dans plusieurs langues. Sa pensée a fait école et beaucoup de pays l'enseignent car la voix de l'homme nous avertit du défi qu'affronte aujourd'hui l'humanité. Son concept de la métamorphose appelle à la nécessité de sortir des paradigmes dominants. Edgar Morin, une démarche pionnière et une approche visionnaire, car l'homme est d'abord curieux de tout, et sa curiosité lui a permis de nourrir de façon permanente une très vaste culture qui lui a fait détecter des zones d'ignorance et des trous noirs dans le monde du savoir et des certitudes. D'où son œuvre pionnière dans tous ces domaines, non seulement pour une recherche interdisciplinaire et polydisciplinaire, non seulement pour son travail transdisciplinaire, mais aussi et surtout pour son élaboration d'une méthode de connaissance et d'une pensée complexe. Depuis sa conscience, née dans la grande révision de la revue Argument, que nous sommes dans les développements d'une ère planétaire dès les années 50-60, il a suivi les progrès de la mondialisation à partir des années 90, en a dégagé le cours probable dans les grands courants actuels, qui lui a paru conduire à des catastrophes en chaîne, mais a vu la possibilité d'une nouvelle voie à partir d'innombrables déviances dispersées, des contre-courants, des contre-tendances. L'esprit d'Edgar Morin est toujours stimulé par l'événement inattendu dont il cherche le sens. Sa fidélité à Montaigne, puis son expérience au sein du Parti communiste, l'immunise depuis cette époque contre tout dogmatisme, le protège de tout manichéisme, le rendent apte à modifier son opinion. Toujours visionnaire, Edgar Morin, point d'interrogation, encore une fois, difficile de lui donner tort. Cher Edgar, merci pour tout ce que tu as donné à l'humanité, merci pour ce que tu vas encore entreprendre au cours des prochaines années, et merci pour l'amour que tu nous donnes. Voilà. Cher Edgar, je crois que nous t'accueillons sur cette scène, à la tribune. Tu vas répondre à tous les témoignages, et puis éventuellement, vous allez dialoguer ensemble. Et ensuite, de manière très rapide, parce que nous avons peu de temps, la salle pourra poser une question ou deux. Je dis bien une question, c'est-à-dire sous forme interrogative. Merci. Pourrait-on avoir, s'il vous plaît, un siège supplémentaire ? Merci. Et merci à Saba pour ce dernier hommage, cet homme qui me touche profondément, qui m'émeut. Mais vous tous, mes amis, vous avez dit des choses quasi nécrologiques de mon vivant, ce qui est à la fois une grande jouissance. Vous avez insisté chacun sur des aspects
essentielle et importante de mon travail. Je ne vais pas commenter vos interventions. Pour ce qui concerne, par exemple, cette guerre d'Algérie, l'important, je crois, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que l'essentiel, c'était que la poursuite de cette guerre qui avait commencé en 1954 et qui continuait 4-5 ans après, était désastreuse parce qu'elle portait la France vers une dictature militaire que seule l'astuce politique de De Gaulle nous a évité, et l'Algérie aussi vers une dictature et des années sombres que malheureusement elle a connues. C'était un peu cette obsession et que j'ai encore aujourd'hui devant les événements, que ce soit du Moyen-Orient, et c'est-à-dire il y a des guerres qui, à un moment donné, si elles ne s'arrêtent pas, elles pourrissent, elles dégradent, elles deviennent cancéreuses. Et je pense que l'histoire de la Palestine l'illustre aussi. Voilà ce que je voudrais dire aussi, c'est que, disons, sa Palestine, puisqu'il y a des questions, c'est une histoire, si vous voulez, qui, comme l'a dit très bien Illas Sambar, ne relève pas du calcul de la stratégie, etc. Et justement, au moment où la nuit tombe sur l'avenir de la Palestine, elle ne sera peut-être pas éternelle, mais c'est le moment justement où il faut continuer sa fidélité, fidélité aux vaincus, fidélité à ceux qui souffrent. Ça, je crois que c'est important. Victor Hugo disait, cette méchanceté qu'est la victoire, mais souvent la victoire transforme une occupation en une très grande méchanceté, mépris, et on conduit les humains à des comportements affreux. C'est un peu ce problème de l'humain, finalement, qui peut-être est ce qui a guidé un peu la recherche de toute ma vie. Qu'est-ce que nous sommes, nous humains? Cette curiosité, une question qui m'est venue, peut-être déjà adolescent, où j'étais dans un monde où il y avait le fascisme, le nazisme, le stalinisme, la crise de la démocratie, la grande crise du capitalisme. Qu'est-ce que c'est que la société? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Et je crois que j'ai eu cette question-là, heureusement que j'ai commencé à la traiter dans mon livre « L'homme et la mort », parce que j'ai compris que pour savoir ce que c'est que l'humain, il fallait faire une recherche, car vous savez, on n'enseigne pas l'humain dans nos écoles, dans nos facultés. Pourquoi on n'enseigne pas? Mais parce que tout ce qui est l'humain est dispersé dans des disciplines différentes. Ce n'est pas seulement les sciences humaines qui sont cloisonnées et qui communiquent très peu entre elles, c'est que les aspects biologiques de l'humain sont complètement séparés de ses aspects psychologiques et sociaux, et c'est que aussi ces aspects physiques ne sont pas vus, alors qu'on est en même temps des machines physiques et constituées de molécules et d'atomes, que notre relation à l'univers et l'état délébile et les ombilicales, puisque nous sommes faits des premières particules qui sont nées dans l'histoire de notre cosmos. Et alors, pour comprendre l'humain, il faut faire un voyage qui, dans le fond, nous donne une culture beaucoup plus ouverte sur tous les domaines. La connaissance de l'être humain, pas l'individu seulement, mais de cette trinité qui est individu, espèce, société, nous conduit à la transdisciplinarité, à la polyvalence. Et donc, je pense que c'est une question non seulement essentielle, mais qu'il faut inscrire dans notre éducation. Et je pense que notre ami traducteur a eu déjà très bien le sens des problèmes qu'il faut inscrire dans notre système éducatif. Voilà, je pense que si vous voulez,
je crois que j'ai maintenu l'interrogation, et je pense même, et je conclus là-dessus, que je suis avide de connaissances. Je continue à me nourrir de connaissances. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus je connais, plus nous connaissons, plus nous approchons d'un mystère. Je pense que cet univers, les grandes connaissances acquises depuis quelques dizaines d'années, nous le rendent encore plus incroyable, étonnant, mystérieux. La vie, ses origines, le pourquoi, sa créativité nous sont mystérieuses. L'être humain qui est à la fois une conscience et qui en même temps est totalement possédé par des forces inconscientes est un être incroyable. Je crois que, si vous voulez, cette interrogation sur l'humain nous conduit à une interrogation philosophique, métaphysique extraordinaire, non pas à un dogme, non pas à une doctrine, mais en permanence cet éveil. Et je termine en disant ceci, qui est mon sentiment profond. Je suis persuadé, je pense que l'ambivalence de tout ce qui est, je pense que notre univers, dès le début, est livré à des forces à la fois d'associations qui ont créé les atomes, les molécules, les astres, la vie, et des forces de désintégration, des forces de dispersion, des forces de mort, ce qu'on a pu résumer dans la formule de cette lutte interminable entre Eros et Thanatos qui se poursuit dans la vie, où tout ce qui est vie est un mélange de coopération, d'association, de liens et en même temps de combat, de destruction. C'est-à-dire ce que disait Héraclite, c'est la concorde et la discorde qui sont ensemble. Et alors, voilà, je pense qu'à ce moment-là, quand nous pensons à l'avenir de notre humanité, je ne pense pas qu'il faut chercher un schéma d'une société nouvelle, qu'il faut chercher un but. Mais il ne faut pas chercher de but, puisque nous sommes sur un chemin, dans une aventure qui ne se terminera que par la mort, soit de l'espèce humaine à travers la mort du soleil, soit peut-être avant, à travers une destruction folle de guerre. Mais nous sommes dans une aventure incroyable. Ne cherchons pas un terme. Non, inscrivons-nous dans cette aventure. Prenons le parti d'Eros contre celui de Thanatos. Merci Edgar. Quelqu'un veut-il réagir parmi les intervenants? Quelqu'un veut-il poser une question à Edgar? Peut-être peux-tu nous dire un mot du vis-à-vis méditerranéen? Nous sommes ici à l'Institut du monde arabe. Le vis-à-vis méditerranéen, de rive à rive. Tu pourrais peut-être nous parler de cette terre-mer, la Méditerranée, qui était très chère. Bien sûr. Je me sens, c'est vrai, profondément méditerranéen par mes ascendances, qui elles-mêmes ont été au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce, qui était plutôt l'Empire ottoman, qui a accueilli mes ascendants. Et cette identité méditerranéenne, elle est fondamentale en moi. Et j'ai fait le saut de la Méditerranée en épousant une femme marocaine. Mais déjà, depuis longtemps, j'avais toujours eu la fascination pour l'autre rive et la fascination pour le monde moyen-oriental. Et je veux dire que j'ai depuis très longtemps essayé de militer pour la compréhension entre les différentes composantes, peuples, individus, personnes de ce monde méditerranéen.
Et là aussi, on peut se dire que nous sommes dans une époque régressive. Je peux dire même que plus j'ai milité pour la réconciliation, plus j'ai constaté incompréhension, discorde, etc. Mais là aussi, c'est un peu comme ce que tu me rappelais, Elias, c'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si on sera vaincu, renversé. La question, c'est savoir si la cause est bonne et si la cause est juste. La Méditerranée elle-même, elle illustre très bien cette phrase d'Héraclite. Si on la regarde d'un côté, on ne voit que discorde, conflit, invasion, destruction, barbarie, destruction de civilisation. Et d'un autre côté, que voit-on? Harmonie, concorde, pensée qui relie les humains, pensée universaliste, pensée de haute civilisation. La Méditerranée, c'est tout ça. Et là aussi, dans la Méditerranée, il y a Eros, ce mot qui est typiquement méditerranéen, c'est un mot grec qui signifie vraiment toutes les forces d'union et d'amour. Et il y a Thanatos, autre mot grec qui signifie la mort, la destruction. Au cœur de la Méditerranée, il y a cette lutte. Et là aussi, je m'y inscris de tout mon cœur. Merci Edgar pour cet éloge de la mer matricielle. On peut donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vois deux. On a 10 minutes. Oui, ça va être très très bref. C'est juste pour suivre... Qui êtes-vous, excusez-moi? Je suis Fouad Laroussi, professeur à l'Université de Rouen. Je voulais juste poursuivre le débat sur la Méditerranée et poser une question brève et pointue à M. Edgar Morin. En 2014, lorsque la Tunisie a proclamé la nouvelle constitution, on a supprimé ou occulté ou enlevé de la Constitution la composante méditerranéenne de la Tunisie. Et je voulais savoir ce qu'en pense M. Edgar Morin. Je pense que tout ce qui réduit la part méditerranéenne dans la conscience publique et dans l'institution publique est plutôt négatif. Et je crois qu'il faut poursuivre dans ce sens à nouveau. Une autre question? En haut, pardon. Oui, oui, j'ai une question très simple par rapport à la question palestinienne. Pouvez-vous vous nommer, monsieur, excusez-moi? Tout simplement, je suis un simple participant. Mais c'est très bien. Oui. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Et parlez plus fort, mais ça a beaucoup d'intérêt, mais parlez plus fort, s'il vous plaît. Je voulais juste poser une question à Edgar Morin en tant qu'intellectuel. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les intellectuels ont un rôle à jouer sur la question palestinienne, comme ça a été le cas évoqué tout à l'heure sur la guerre d'Algérie? Et la deuxième question adjacente, concernant l'emprisonnement de Salah Hamouri, et il y a le silence de la France, est-ce que les intellectuels ont un rôle à jouer? Écoutez, moi je trouve personnellement tout à fait désastreuse et inhumaine, contraire à ce que l'on reprend officiellement dans la parole sur la tradition de la France. Je pense que là aussi il y a un trop lourd silence, et trop lourde ignorance. Et je pense que ça dure depuis pas mal d'années et que ça s'aggrave.
Donc, si vous voulez, c'est ça qui est un peu ce scandale et qui fait partie d'autres scandales où on reste tout à fait indifférent à des souffrances et à des injustices qui sont commises. On reste dans une vision encore qui est la plus que j'ai condamnée tout le temps, c'est toujours la vision de 2 poids et 2 mesures. Malheureusement, ça s'aggrave et malheureusement, il faut réagir contre ça. Oui, c'est vrai que tu soulignais par exemple que les Roms, les Roms, que les Roms, n'ayant pas d'intellectuels ou le soutien d'intellectuels, leur combat reste tu. Ben là aussi, c'est une vieille question, et c'est pour ça, du reste, que moi, je n'emploie pas le mot de Shoah, qui signifie, qui singularise ce que les terribles exterminations des Juifs par les nazis, parce que les Gitans, les Roms, ont subi les mêmes persécutions. Malheureusement, ils n'ont pas eu les intellectuels pour exposer leur cause, mais nous avons tous les éléments de connaissance. Et les Roms c'est un peuple qui continue à souffrir, et particulièrement en Roumanie, en Serbie, enfin dans beaucoup de pays de l'Est, plus gravement encore qu'ici, et qui trouvent parfois quelques courageux défenseurs de leur dignité. Ce qui s'est passé, par contre, en Espagne, me donne quelque chose qui me donne un peu d'espoir. C'est qu'à partir que les Gitans, les Gitanos, sont entrés, les jeunes se sont fait éduquer, sont devenus avocats, sont devenus médecins, etc. Contrairement à la crainte de leurs parents qui croyaient qu'ils allaient se perdre, au contraire, ont pu mieux défendre leur peuple et leur cause. Et personnellement, je reçois leurs bulletins régulièrement, et pour savoir aussi les avancées et les reculs de leur cause. Mais ils restent, même en Espagne, ils restent victimes de ce préjugé, de ségrégation. Et là aussi, la lutte contre le mépris qui va pour tous ceux qui sont méprisés ici en France, quel que soit en fonction de leur visage, de leur faciès, de la couleur de leur peau, de leur origine. Cette lutte aussi est valable dans toute l'Europe, ne disons pas dans le monde entier, puisque nous voyons ce qui se passe en Birmanie. C'est pour ça que nous sommes dans une lutte permanente. Nous ne pouvons pas nous arrêter, nous ne pouvons pas nous reposer. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas oublier les Roms. Parfait. Nous allons accueillir le président et le directeur général de l'Institut du monde arabe. Non, Edgar, tu restes en place. On va t'honorer maintenant au sommet. Je vous souhaite donc à nouveau la bienvenue. Ce soir, nous sommes tous réunis là pour rendre hommage à un symbole humain. Et moi, j'ai fait mes études en France de 1980 jusqu'à 1990. J'ai étudié les lettres et à cette époque, je suivais de très près l'école française. Et cette école française se préoccupait beaucoup du discours, de la structure, alors que ce monsieur se préoccupait de l'humain, et on croyait qu'il était en dehors de ce circuit, mais les grands penseurs sont toujours
un peu à l'extérieur. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la pensée d'Edgar Morin, mais cette pensée repose sur l'humain, le patrimoine. Nous sommes tous inquiets pour notre planète bleue qui court le danger de se faire détruire par l'humain. Nous le remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions nos invités qui ont assuré les débats. Je voudrais remercier M. Aroussi et Louisa Nadour parce qu'ils ont travaillé pour 30 ou 40 personnes. Donc un grand merci à eux, merci à l'administration, à tous ceux qui sont dans les différentes parties de l'Institut du monde arabe. Et maintenant, je vais donner la parole à Jack Lang, le président de cet institut qui impulse cet enthousiasme et qui encourage la créativité. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Et pour conclure, je voudrais remercier un ou deux invités très chers à mon cœur, Dr Al-Fanayan et Dr Al-Arbari, qui sont attachés culturels auprès de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris, mais trois livres de M. Morin ont été traduits par le secteur, la section culturelle de l'ambassade, et M. Morin contribue à la refondation des programmes éducatifs en Arabie Saoudite et dans le Golfe. Nous voudrions lui rendre hommage. Nous ferons d'abord, ce qui est réjouissant, c'est que la langue arabe retentisse ici même. Et ça montre à quel point Edgar Morin est un homme de l'universalité. Il ne comprend pas toutes les langues du monde, mais il en ressent toute la beauté et toute la saveur et toute la finesse. Donc je félicite le directeur général d'avoir créé cette chaire. C'est une idée qui est la sienne. Il a réussi à la mettre sur pied. Il a sollicité des intellectuels de tout premier plan. Et aujourd'hui, c'est Edgar Morin. En réalité, il faudrait relire à haute voix le très beau texte que Sabat a rédigé pour rendre hommage à son compagnon, son mari, celui qu'elle admire à juste titre, Edgar, qui est aussi un ami proche. Et je suis très heureux que cette médaille qui avait disparu ou qui n'a peut-être jamais existé renaisse à la faveur de cette cérémonie que le directeur général a imaginée. Donc j'ai grand plaisir, en votre nom, cher directeur, en votre présence, mesdames et messieurs, de remettre cette médaille de la chaire de Lima à Edgar Morin, sur lequel vous savez tout. Et alors, ce qui m'a plu, j'ai entendu la fin de son intervention, c'est prometteur. Il a dit, il a raison, il faut lutter, et lutter, et lutter encore, et ne jamais s'arrêter pour la liberté, pour les droits des peuples, pour la reconnaissance des cultures. Et nous avons besoin d'Edgar Morin pour conduire et mener ces luttes pour la liberté. Vous avez fait le meilleur choix qui soit. Merci.
Pardon, je sais, je le sais. J'aurais dû dire, je devrais le relire à nouveau. Vous avez tout à fait raison. Madame a dit que le texte de Sabat avait été lu. Je le sais. Très informé, vous savez. Il y a des agents partout. Montre ta médaille. Montre la médaille. Personnalisée. Ici, de l'attestation. Un petit mot, on doit décerner le certificat à notre ami Mohamed Chahrour, notre partenaire pour la chaire de l'imam. C'est quelqu'un que je salue le courage. Il est en train de repenser la pensée religieuse dans le monde arabe, mais avec beaucoup de courage.